Bru, il est venu. Et moi j'y étais. Ah là là. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu plus original. On va étudier en fait des opérateurs. On va étudier des points fixes d'opérateurs. Bon, on va rester à un peu un système dynamique, mais on va rester à un niveau très simple. Hein. On va suivre les exercices, mais derrière, il y a des idées qui sont assez intéressantes. Ce genre d'exercice, ça ouvre des questions plus générales d'analyse, qui sont d'ailleurs passionnantes, et que certains mathématiciens, des vrais, étudient. Alors, il s'agit d'un condensé de deux exercices parce que ils sont dans la même idée. Hein. Je vous dis, c'est une suite. On itère un opérateur sur une fonction et on obtient une suite et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de limite simple et uniforme. Ok, alors on commence par le premier et on définit donc une suite de fonctions un qui a priori va de 0, 1 dans R. Je dis a priori parce qu'il va falloir vérifier tout ça. Alors, U0 de X, elle est bien définie, ça ne posera pas de problème. Mais par contre, on définit par récurrence un plus 1 grâce à un, en posant que c'est 1 plus l'intégrale de 0 à 1 de un de t moins t carré dt. Alors, le premier point, c'est de voir, de 0 à x. Donc le premier point, puisqu'on veut que un plus 1 soit défini sur 0,1, il faut donc que un de t moins t carré soit intégrable sur 0,1. Parce que je fais varier x de 0 à 1. Bon, et le point, c'est de voir que t moins t carré, bien, si vous considérez la fonction phi de t égale t moins t carré, vous voyez qu'elle est dérivable, sa dérivée c'est 1 moins 2t, et bien vous voyez que cette dérivée s'annule en 1,5, donc si vous avez 0, 1,5 et 1, oui, voilà, ma dérivée donc s'annule en 1,5, ma dérivée est certainement négatif à gauche, positif à droite, et elle est croissante, puis décroissante. En 0, elle vaut 0. En 0, elle vaut 0. En 1, elle vaut 0. Et en 1,5, que vaut-elle? Eh bien, phi de 1,5. Donc là, j'ai phi et phi prime. C'est 1,5 moins 1 quart, c'est-à-dire 1 quart. On est rassuré, parce que ça veut dire que ma fonction phi, elle envoie 0,1 dans 0,1. Mais en fait dans 0,1 quart. Et donc du coup, bien ça, c'est une fonction qui est bien définie sur 0,1. Et donc ça rend licite cette définition-là. D'accord? Voilà, ça c'était pour le premier point. Alors, on vous demande de montrer, petit a, maintenant que tout ça a bien un sens, on vous demande de montrer que quel que soit x appartient à 0,1, eh bien, un plus 1 de x moins un est positif, c'est-à-dire que un est une suite croissante, ponctuellement. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est la majoration en x de cette différence. Ok, bon, ça sent la récurrence sur n à plein nez. Alors, on va faire des petits calculs pour faire le premier terme, puisque vous voyez que cette inégalité induit deux termes consécutifs. Donc il va falloir calculer u1 de x pour qu'on ait une petite idée. u1 de x, c'est 1 plus l'intégrale de 0 à x de u0 de t moins t2, mais u0 c'est 1. Bien ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est x. Oui. Et donc, bien si j'étudie u1 de x moins u0 de x, bien vous voyez que ça vaut 1 plus x moins 1, c'est-à-dire x. Et ça, c'est bien plus petit que x puissance 0 plus 1 sur 0 plus 1 factoriel. Et évidemment, c'est bien plus grand que 0.
Donc, ce que je veux démontrer est vrai au rang n égale 1. N égale 0, pardon. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Alors, on va supposer que au rang n, que je vais prendre supérieur à 0, j'ai cette inégalité. Alors, en particulier, on a un plus 1 de x qui est majoré par x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus un de x. Oui. Alors au rang n plus 1, et il faut que j'étudie un plus 2 moins un plus 1. Mais je vais regarder ce que c'est que un plus 2. Un plus 2 de x, par définition, c'est 1 plus l'intégrale de 0 à x. 2 et... de un plus 1. De t moins t carré. Bien, par récurrence immédiate, on voit que... vous voyez, quand j'ai obtenu ça, bien, j'ai ça. Et donc, par récurrence immédiate, puisque U0 vaut U1, oui, vous voyez que tout ça est forcément positif. Hein. C'est juste un petit commentaire. Et donc, du coup, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, je vais pouvoir dire que un plus 2 de x est certainement majoré par 1, puisque là, j'intègre quelque chose de positif, plus l'intégrale de 0 à x, et là, je vais me servir de cette inégalité en la variable t moins t carré. Donc j'ai t moins t carré puissance n plus 1, puisque ça c'est positif, sur n plus 1 factoriel, plus un de t moins t carré. Hein, j'utilise tout simplement, je compose par t moins t carré, puisqu'on a vu avec la petite étude qu'il y a ici qu'on restait dans 0,1. Donc je remplace x par t moins t carré ici, et j'utilise la majoration de l'intégrale. Bien. Bah ça c'est super parce que le morceau qu'il y a ici, plus exactement le 1 plus l'intégrale de 0 à x de un de t moins t carré, bah par définition, ça, c'est un plus 1 de x. Et puis, bien, il reste ce morceau-là. Mais t moins t carré, on a vu que ça prenait sa valeur entre 0 et 1 quart, mais t moins t carré, bah, c'est très certainement... Est-ce que j'ai intérêt de le faire comme ça? Oui. Hein, la remarque, c'est que t moins t carré est très certainement inférieur à x sur 0x. Oui. Pourquoi? Bien parce que ça c'est négatif, et donc x au maximum va prendre... Est-ce que j'ai besoin de le justifier proprement ou pas? Non, je pense que c'est clair. Oui, c'est tout à fait clair. Parce que t est plus petit que x et t carré est positif. Oui, je ne sais pas pourquoi je... Donc si j'ai ça, eh bien cette quantité-là, elle est majorée elle-même. Donc par l'intégrale de 0... pardon, c'est t. Voilà. Oui, donc là c'est encore plus parlant. C'est majoré par t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel dt. Bon, mais seulement ça, bah, si vous intégrez, ça vous fait xn plus 2 sur n plus 2 factoriel. Parce que ça fait tn plus 2 sur n plus 2 factoriel entre x et 0. En 0, ça vaut 0.
Et donc, ben, vous voyez apparaître exactement ce qu'il vous faut. Ici, un plus 2, un plus 1. Vous le passez de l'autre côté. Ben, ça veut dire que un plus 2 moins un plus 1 de x est majoré par... est majoré par x n plus 2 sur n plus 2 factoriel. Ok. Et j'ai oublié de montrer que... puisque la question c'est de montrer que c'est quand même positif, hein, il faut quand même le montrer. Alors, il s'agit de montrer que c'est positif, c'est-à-dire que un plus 2 est supérieur à un plus 1. Donc ça... bah ça c'est très simple. Vous avez par hypothèse de récurrence que un de x est majoré par un plus 1 de x. Donc si vous composez par t, mais vous avez t moins t carré qui est inférieur à t moins t carré. Ça c'est quel que soit t qui appartient à 0x. Et bien il suffit d'intégrer. Si j'intègre entre 0 et x, ben, ça va continuer à être vrai. Et puis ben, je peux rajouter un de chaque côté. Seulement ça, c'est un plus 1 de x. Et ça, ben, c'est un plus 2 de x. Et donc vous avez montré l'inégalité qui nous manquait. Very well. Bien, alors une fois qu'on a fait cette remarque, ben là tout devient magnifique. Alors on vous demande d'en déduire que la norme infinie de un plus p moins un est majorée par la somme. Alors, vous avez un plus 1 de x moins un de x qui est majoré par x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Mais x varie entre 0 et 1, bah ça c'est majoré par 1 sur n plus 1 factoriel. Bah, si vous appliquez ça au rang suivant, vous avez n plus 2 de x moins n plus 1 qui va donc être majoré par tac 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 1 sur n plus 2 factoriel. Et ainsi de suite. Si vous allez jusqu'à n plus p, et bien ça va être majoré par 1 sur n plus p factoriel. Ben, il vous suffit de sommer. Alors, je vous rappelle que chacune de ces choses est positive. Hein. Donc si vous sommez tout ça, ben, vous voyez que c'est... voilà, un plus 1 se tue, etc. Ça se télescope et il ne vous reste plus que le premier terme, le dernier terme moins le premier. Et donc, vous voyez que un plus p de x moins un de x est certainement majoré par la somme de la k égale n plus 1 à k égale n plus p de 1 sur k factoriel. Oui. Et ben, c'est valable quel que soit x. Donc, si c'est valable par quel que soit x appartient à 0, bien vous voyez que la norme infinie de un plus p moins un est majorée par cette somme-là. Bon, mais maintenant, la série des 1 sur k factoriel, elle converge. Il y a une manière, vous pouvez utiliser le critère de D'Alembert, immédiatement vous avez la convergence. Le critère de D'Alembert vous montre que cette série-là converge. Donc si elle converge, et qu'elle est à terme positif, bah ça va certainement être inférieur à cette chose-là. Alors pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Eh bien parce que ça évite de faire apparaître la présence du P, voyez-vous. Alors, non seulement on a ça, mais comme elle converge, on a que limite. Comment je l'ai écrit? Non, c'est K supérieur, c'est l'inverse, K supérieur à N plus 1. Mais vous voyez que la limite de... Ça, c'est la série des restes, hein.
puisqu'il y a convergence, eh bien la limite en n de ça, ça vaut 0. On va évidemment l'utiliser tout de suite. Bien. Formidable. On vous demande de déduire que si je fixe x, donc je prends x appartient à 0, hein, et je regarde la suite un de x. Ben oui, mais vous voyez que si vous fixez un epsilon supérieur à 0, eh bien il existe un rang grand N, tel que quel que soit petit n supérieur à grand N, comme ça tend vers 0, eh bien vous ayez un plus p pour tout p, un plus p de x moins un de x, en valeur absolue, qui est majorée par la norme infinie, et qui va donc être majorée par cela. Mais le grand N, il est choisi pour que c'est k supérieur à n plus 1, je vais y arriver, pour que ça, ce soit plus petit que epsilon, puisque je sais que ça tend vers 0 en n. Donc j'ai choisi mon grand N tel que j'ai cette inégalité. Et donc vous voyez qu'écrit comme ça, ben, vous avez exactement le critère de Cauchy, c'est-à-dire que un de x est de Cauchy. Attention à x fixé. Hein. Donc elle converge. Une suite de Cauchy dans R, ça converge. Là, c'est formidable. Ça veut dire que la suite UN converge ponctuellement. Mais en fait, elle converge uniformément. Pourquoi? C'est le critère de Cauchy uniforme. Je vous renvoie à ce que, tout au début du cours. N plus P moins UN est majoré par somme des cas supérieurs à N plus 1. Bien, quel que soit K, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un rang grand N tel que quel que soit n supérieur à grand N, cette quantité soit plus petite que epsilon. Ben oui, mais comme ça ne dépend pas de P, j'ai quel que soit P supérieur à 0, et ça c'est Cauchy uniforme. Et Cauchy uniforme implique que la suite UN converge uniformément. Oui. Remarquez que l'intérêt, hein, je vous l'ai expliqué en cours, mais l'intérêt du critère de Cauchy et du critère de Cauchy uniforme, c'est que ça permet de montrer la convergence simple et uniforme sans avoir à exhiber la limite. La limite, elle risque d'être compliquée. Et justement, on vous demande de montrer que la fonction limite, donc vers une fonction U, et on vous demande de montrer que la limite, elle vérifie une certaine équation différentielle fonctionnelle. Alors, on va revenir à la définition de la suite UN. Vous voyez que UN, en fait, UN plus 1, c'est 1 plus la primitive de UN de t moins t carré qui s'annule en 0. Vous voyez, donc UN est certainement dérivable. Oui, et on a donc pour tout n, quel que soit n, et on a une relation assez simple, c'est que la dérivée de un plus 1, c'est tout simplement un de x moins x2. Donc ça, c'est la partie du cours sur l'intégrale fonction de la banque supérieure. Hein. Bon, et vous voyez que x moins x2 restant dans 0,1, vous voyez que ça va converger uniformément vers u de x moins x2. Oui. Eh bien, qu'est-ce que je peux en déduire? Donc la suite un de x moins x2 converge uniformément vers u de x moins x2 par composé. Voyons que ça sonne mon téléphone. Et donc du coup, eh bien, ça implique que la suite des dérivés converge uniformément vers cette fonction. Et là, il y a un théorème énorme qui dit que si vous avez convergence de la série, de la suite, et que vous avez convergence uniforme de la suite des dérivés,
eh bien ça implique que U est dérivable. Et que U de X. Donc ça, c'est gros théorème de cours. Hein. Je vous renvoie, c'est les premières pages du cours sur la convergence uniforme. Hein. C'est parce qu'il y a convergence uniforme de la suite des dérivés. Et vous avez convergence de simple en un point, en fait, il suffit de la suite UN de X2. U est dérivable et U', c'est la dérivée, la limite des fonctions dérivées. Mais cette limite des fonctions dérivées, on vient de voir que c'est U de X moins X2. Alors, peut-être qu'il faut, et donc on a prouvé la fin, peut-être qu'il faut dire un mot sur pourquoi cette convergence est uniforme. Eh bien, parce que UN de X moins X2 moins U de X moins X2, c'est certainement inférieur à la norme infinie de UN moins U. Pourquoi? Bien parce que X moins X2 va de 0,1 dans 0,1. Donc les valeurs ici qui sont atteintes sont en moins grand nombre. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que la norme infinie de UN de X moins X2 moins U de X moins X2, elle est inférieure à cette norme-là. Or ça tend vers 0, c'est ce qu'on a montré à la question précédente. Donc ça justifie le passage à la limite. Et donc, bon, je ne l'écris pas, mais je le redis pour la troisième fois, hein, il y a un gros théorème derrière. Hein, U'N converge uniformément. C'est ça qu'il fallait assurer. Et comment j'obtiens la convergence uniforme de U'N? Ben, c'est en remarquant tout simplement que la dérivée d'U'N plus 1, c'est UN évaluant X moins X2. D'accord? Voilà pour cet exercice. Alors, on passe au suivant. On va donner un autre opérateur. Hein, je vais considérer l'ensemble des fonctions continues, ce qu'on note C0 de 0,1 dans R+. Et bien une fonction, j'associe via l'opérateur grand phi une autre fonction qui est l'intégrale de 0 à x de racine de f de t. Alors, on discute. F est continue à valeur positive, donc racine de f non seulement existe, mais aussi est une fonction continue. Donc je peux l'intégrer, et finalement, bien ça, c'est la primitive, vous voyez l'opérateur phi, c'est la primitive qui s'annule en 0 de racine de f. Et ce qu'on souhaite faire, ben, c'est itérer itérer par l'opérateur phi, en commençant par f de x égale 1, et j'itère. Donc je prends fn plus 1 de x, c'est tout simplement phi de fn de x. Bien, et ben on va commencer quelques calculs, et c'est ce qu'on vous demande, étudier la suite fn. En fait, on va essayer de voir que la suite fn converge. Et vous voyez, on va... Alors évidemment, hein, je ne rentre pas dans le détail, parce que on va faire un passage à la limite, mais on n'a aucun théorème pour le justifier. Donc nous, on va le faire manuellement parce qu'on l'a choisi pour cette fonction-là. La question qu'ouvre cet exercice, c'est si je n'avais pas choisi cette fonction initiale, nous on va montrer que c'est vrai, mais est-il vrai que la suite fn converge? Et si oui, converge-t-elle vers un point fixe de l'opérateur? Alors, ben allons-y, calculons f1. Ben, qu'est-ce que c'est que f1 de x? F1 de x, c'est l'intégrale de 0 à x de racine de f de 0, c'est-à-dire racine de 1, c'est-à-dire dt. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bien, ce n'est rien d'autre que x. Donc f1 de x, c'est x. Alors, f2 de x, maintenant. f2 de x, c'est l'intégrale de 0 à x de racine de t dt. C'est racine de la... Bon, eh bien, une primitive de racine, eh bien, c'est t puissance 3,5, donc fois 2 tiers, entre 0 et x. Et donc, ça me fait 2 tiers de x puissance 3,5. Calculons f3. Eh bien, f3, c'est donc l'intégrale de 0 à x de racine de ça,
mais là, j'ai donc un racine de 2 tiers que je vais être obligé de sortir. Et racine de ça, bah, ça vient élever à la puissance 1/2, donc ça me fait x puissance 3/4. Pardon. Et donc ça me fait racine de 2 tiers fois, alors, ben, je vais rajouter 1. Donc rajouter 1, ça me fait 3/4 plus 4/4, ça me fait 7/4, donc fois 4/7 de x puissance 7/4. Bon, si je recommençais, ben, il faudrait que je prenne la racine de ça, ce qui va me forcer à prendre la racine de ce coefficient-là. Et puis ici, je vais avoir 7/8, puis je vais rajouter 1, etc., etc., etc. Donc vous voyez que il est raisonnable d'imaginer que ma fonction fn, ça s'écrit sous la forme alpha n fois x puissance bêta n. Oui, avec alpha n et bêta n, des réels strictement positifs. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Et on va essayer d'étudier ces suites alpha n, bêta n, quand on aura montré que c'est bien vrai. Et on va essayer de trouver leur comportement pour voir s'il y a une limite à tout ça. Ce qui permettra de montrer que la suite converge, la suite fn de x converge simplement. Ok, alors, eh ben on va commencer pour n égale 1. Bien, n égale 1, vous avez phi 1 de x qui est égal à x. Et donc, si vous considérez alpha 1 égale 1 et bêta 1 égale 1, vous avez gagné. Vous l'avez bien écrit sous la forme alpha 1 fois x puissance bêta. Alors, on suppose que... Donc, on suppose au rang n, supérieur ou égal à 1, qu'il existe alpha n, bêta n de constantes, telles que fn de x soit alpha n x puissance bêta n. Oui. Bah, que vaut fn plus 1? Bien, fn plus 1 de x, c'est l'intégrale de 0 à x de racine de cette fonction, c'est-à-dire racine de alpha n, t puissance bêta n sur 2. Bah, là, rien de plus simple à calculer, ça me fait racine de alpha n fois t puissance bêta n sur 2 plus 1 divisé par bêta n sur 2 plus 1, compris entre 0 et x. Autrement dit, bien ça me fait... je vais peut-être réduire en même numérateur, ça sera plus joli. Donc ça me fait 2 racines de alpha n sur, 1 plus sur 2 plus bêta n, pardon, fois x à la puissance 1 plus bêta n sur 2. Bah, vous voyez que en posant bêta n plus 1 égale 1 plus bêta n sur 2, et alpha n plus 1, donc ça sera strictement supérieur à 0, 2 racines de alpha n encore que bon, j'aurai après, mais j'aurai l'intérêt de le laisser sous la forme. Bien, ça, c'est encore une fois quelque chose de strictement positif. Et bien, vous voyez bien que vous avez réussi à montrer que vous pouvez l'écrire comme ça. Bien, donc la propriété est vraie et la preuve est particulièrement intéressante parce qu'elle nous donne une relation de récurrence sur les coefficients. Alors on va essayer de... Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire que bien, je multiplie par une constante fixe bêta n, mais je lui ajoute aussi une autre constante. Alors, je vous renvoie en L1, où normalement vous avez appris à traiter le cas des suites arithmético-géométriques. On commence par calculer ce qu'on appelle le point fixe de la suite, hein. C'est-à-dire, vous remplacez bêta n plus 1 et bêta n par L, et vous résolvez l'équation L égale 1 plus L sur 2. Vous voyez que ça, c'est équivalent à dire que L égale 2. 1 demi de L égale 1, c'est-à-dire L égale 2. Et ce qu'il faut considérer dans ces conditions, c'est la suite auxiliaire. Vous avez retiré à bêta n le point fixe. Pourquoi? Bien parce que là, on va faire apparaître une suite géométrique. Alors, un plus 1,
qu'est-ce que c'est? Bien, c'est bêta n plus 1, c'est-à-dire 1 plus bêta n sur 2, moins 2. C'est-à-dire, eh bien, bêta n sur 2 moins 1, c'est-à-dire bêta n moins 2 sur 2. Mais bêta n moins 2, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un. Donc ça vous fait un sur 2. Et vous voyez que un est géométrique, c'est-à-dire, autrement dit, un, c'est u0 sur 2 puissance n. Reste à calculer u0. Bien, u0, c'est bêta 0 moins 2. Mais bêta 0, alors, je ne l'ai pas fait pour 1 égale 0, mais bêta 0, ouais, vous aviez f de 0 de x, c'était 1. Donc, bêta 0 égale 0, et alpha 0 égale 1. Donc, bêta 0 égale... Non, bêta 0 égale 0, donc u0 égale moins 2. Oui. Et donc, eh bien, un est tout simplement égal à moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Et bien maintenant, il suffit juste pour retrouver bêta n de rajouter 2. Donc bêta n, c'est 2 moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Et vous voyez que bêta n a le bon goût de tendre vers 2. On va y revenir après. Pour l'instant, on va essayer de calculer maintenant alpha n. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, j'ai l'impression de... Non, j'ai l'impression de rien du tout. Si, j'ai comme l'impression... Non, j'ai l'impression de rien du tout. Oui. Comment est-ce que je pourrais faire ça plus proprement? Non. Alors, j'ai une expression complète de bêta n, donc maintenant je peux réinjecter l'expression de bêta n dans mon expression ici. Et donc, j'ai alpha n plus 1 qui est égal à 2 racines de alpha n sur alors 2 plus 2, ça me fait 4, moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Voilà mon expression. Alors là, la question c'est comment faire pour s'en sortir, comment arriver à... Alors on connaît tout, hein, on connaît alpha 0. Alpha 0 c'est 1. Comment faire pour s'en sortir? Eh bien, j'ai envie de vous dire je ne sais pas, mais si je sais. Voilà. Et... l'idée, c'est... oui. L'idée, c'est de passer au log. C'est magnifique. Alors, pourquoi? Bien parce que si je passe au log, vous voyez que log de alpha n plus 1, c'est 1/2 de log de alpha n plus log de cette quantité. Oui. C'est-à-dire pourquoi je fais ça? Bien parce que si maintenant je le fais pour alpha n, alors je vais pour simplifier cette chose, je vais lui donner un nom à ça, je vais l'appeler oméga n. Donc oméga n, c'est 2 sur 4 moins 1 sur 2 puissance n moins 1,
Donc je vais multiplier par 2 puissance n-1 en haut et en bas, ce qui va me faire du 2 puissance n ici, et je vais avoir du 2 puissance n plus 1 moins 1. C'est plus joli. Et donc j'ai comme formule, hein, je me suis pas trompé, j'ai multiplié par 2 n moins 1, oui, c'est bon. Et donc j'ai une formule un peu plus jolie, c'est que j'ai log de alpha n plus 1 qui est égal à une demi fois le log de alpha n plus log de oméga n. Oui. Mais maintenant, si j'applique cette formule pour alpha n, vous voyez que log de alpha n, ça va être égal à une demi fois le log de alpha n moins 1 plus log de oméga n moins 1. Mais moi, j'ai envie de récupérer 1,5 de alpha n. Donc je vais multiplier par 1,5, ce qui me force à avoir 1/4 et puis 1,5 ici. Ouais. Bien, et bien je recommence. Maintenant, j'ai I recommence. Pourquoi je fais ça? Parce qu'à la fin, je vais additionner et vous voyez que ça va se télescoper. Et je vais pouvoir obtenir une expression de log de alpha n plus 1. Donc maintenant, je suis intéressé pour avoir 1/4 de log de alpha n moins 1. Eh bien, ça va me faire 1/8 de log de alpha n moins 2 plus et bien comme j'ai multiplié par 1 sur 4, je vais avoir 1/4 de log de oméga n moins 2. Et ainsi de suite. Oui. Et à la fin, à chaque fois je divise par oui. Je divise par une puissance de 2, donc il s'agit, à la fin je vais trouver log de alpha 0 plus log de oméga 0. Et donc la question c'est quels sont les bons coefficients. Donc c'est 1 sur une certaine puissance de 2, 1 sur une certaine puissance de 2, et 1 sur une certaine puissance de 2. Et donc là ça va être le logarithme de alpha 1. La bonne puissance de 2, eh bien vous voyez que quand je n'ai rien retiré, je prends puissance 1. Quand j'ai retiré 1, j'élève à la puissance 2. Donc là, vous voyez que c'est le nombre de fois que j'ai retiré plus 1, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1. Oui, c'est ça. Et donc là, vous voyez que j'en ai un de moins. Donc là, ça va être du 2 puissance n et 2 puissance n. Bien. Et si je somme tout maintenant, bien vous voyez que tout ça se tue. Jusqu'au dernier terme ici, il va me rester celui-là, mais celui-là il compte pas. Pourquoi? Bien parce que alpha 0 vaut 1, donc ça c'est nul. Et donc vous voyez que log de alpha n plus 1, c'est la somme de 1 sur 2 puissance i de ln d'oméga n moins i pour i qui varie de 0 à n. Oui. Bien. Eh bien, je peux tout repasser en logarithme. Ça, c'est le log du produit des oméga n moins i à la puissance 1 sur 2 puissance i pour i égale 0 à n. Et si je passe à l'exponentielle, et bien vous voyez qu'alpha n plus 1 est finalement égal à ce produit-là. Mais ce produit, je vais le marquer. Ce produit, c'est 2 puissance. Alors, le produit, il est ici, donc c'est 2 puissance n moins i sur 2 puissance n moins i plus 1 moins 1. À la puissance 1 sur 2 puissance i. Pour i égale 0 à n.
Bon, voilà donc l'expression explicite. Bon, là, elle n'est pas très jolie. Si, elle est quand même assez jolie, parce qu'on va pouvoir en tirer quelque chose d'assez intéressant. Bon, eh bien, j'ai encore eu un incident électrique. La batterie de mon caméscope était vide. Bon, donc on reprend. Dernière chose que j'ai écrite. J'ai donc exprimé Fn+1 avec mon produit. Et là, en fait, je vais faire juste, pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais faire un changement d'indice. Je vais noter K égale N moins I, de sorte que, ça sera un tout petit peu plus pratique pour la suite, donc quand I varie entre 0 et N, K va varier aussi entre 0 et N, mais à l'envers. Et donc ici, je vais avoir 2 puissance K sur 2K plus 1 moins 1 à la puissance 1 sur 2 puissance N moins K. Bien, alors, je vous disais avant la coupure que c'était finalement très joli cette chose là, parce que ça va nous permettre de donner la limite alpha n. Alors on va repasser au log et on voit que bien, si je repasse au log, vous voyez que le log de alpha n plus 1 c'est la somme pour k égale 0 à n de 1 sur 2 puissance n moins k facteur de log de 2 puissance k moins log de 2 puissance k plus 1 moins 1. Bien, je vais factoriser par 1 sur 2 puissance n, donc je peux le tirer de la somme. Et là, l'intérêt, c'est que tout d'un coup apparaît une vraie série. Alors, ici, il va me rester 1 sur 2 puissance moins k, c'est-à-dire 2 puissance k. Là, je vais avoir k log de 2. Et ici, bien, je factorise par 2 puissance k plus 1. J'ai donc 2 puissance k plus 1 facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance k plus 1. J'utilise la propriété du log, donc il va me rester moins k plus 1 log de 2 plus log de 1 moins 1 sur 2 puissance k plus 1. Voilà. Et là, vous voyez que des belles choses se produisent. Donc, bien j'ai k log de 2 moins k plus 1 log de 2, il va me rester moins log de 2. Et puis j'ai ce morceau-là. Somme de 2 puissance k ln de 1 moins 1 sur 2 puissance k plus 1. Et k égale 0. Voilà. Bon, ça se calcule très simplement. Ça, je peux tirer le moins log de 2. Donc j'ai moins log de 2. Et puis là, j'ai la somme d'une série géométrique. Et donc la somme, ça me fait le terme suivant, c'est-à-dire 2n plus 1 moins le premier terme, divisé par la raison moins 2, c'est-à-dire 2 moins 1, 1. Et puis j'ai un 2 puissance n ici. Donc voilà pour ce premier bloc. Et puis le deuxième bloc, ici il n'y a que k qui apparaît. Donc j'ai noté tk. Et tk, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 2 puissance k log de 1 sur 2 puissance k plus 1. Bien, quand k tend vers l'infini, ça c'est un infiniment petit, et j'ai donc un équivalent qui est 2 puissance k sur 2 puissance k plus 1, c'est-à-dire 1 demi. C'est-à-dire que tk tend vers 1 demi. Oui. Avec k. Et donc, bien la série des tk, elle va diverger. Et bien les théorèmes de comparaison vous disent que ça en n, ça va être équivalent à ça. C'est-à-dire n sur 2, ou n plus 1 sur 2. Et bien vous voyez que du coup,
le morceau qu'il y a ici, 1 sur 2 puissance n, somme de k égale 0 à n de 2 puissance k log de 1 moins 1 sur 2 puissance k plus 1, bien, il va être équivalent à n plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Seulement ça, par croissance comparée, ça tend vers 0. Et donc, ce morceau-là tend vers 0. Mais ce morceau-là, eh bien, il tend vers 2n plus 1 sur 2n va tendre vers 2. Celui-là va tendre vers moins 2 log de 2. Et donc, vous en déduisez, la conclusion, c'est que alpha n plus 1, ben, je prends l'exponentielle, va converger vers un quart. C'est-à-dire que alpha n tend vers un quart. Alors on résume. Bêta n, alors où est-ce que c'était? Bêta n, voilà. Donc, j'ai alpha n qui tend vers un quart, et bêta n qui est égal à 2 moins 1 sur 2 puissance n moins 1, lui tend vers 2. Ben, si bien que, si vous fixez x, il y a fn de x qui est égal à alpha n x puissance bêta n, et vous voyez que par passage à la limite, ça va tendre vers x carré sur 4. Et donc, on vient de montrer que la suite fn, elle converge simplement. Fn converge simplement et converge simplement sur on est sur 0,1 vers la fonction f de x égale x2 sur 4. Bien. Ok. Alors, évidemment, là, le but de l'exercice, c'est juste de vous faire sentir qu'il y a quelque chose. Hein. Vous voyez que f de phi de n, de f de n, pardon, donc c'est fn plus 1, c'est l'intégrale de 0 à x, de racine de fn de x, de t dt. Oui. Là, on a envie de dire, alors il faudrait donner du sens topologiquement à tout ça, il faudrait surtout avoir des théorèmes en fonction de l'opérateur phi, mais vous voyez que ça tend vers f. Ça tend vers f. Et donc la question, c'est, vous voyez, une espèce de continuité, où la variable, c'est des suites de fonctions, hein, c'est des fonctions. La question, c'est, est-ce que on aurait ça? Alors ici, on l'a bien, pourquoi? Bien parce que, qu'est-ce que c'est que phi de f? Bien, phi de f, c'est l'intégrale de 0 à x de racine de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de racine de ça, c'est-à-dire de t, pardon, sur 2. Mais t sur 2, une primitive, c'est t au carré sur 4, entre 0 et x, ça me fait bien x au carré sur 4. C'est-à-dire f. Autrement dit, f est un point fixe de grand phi. Alors, en fait, ce qu'on aimerait bien, bon, et c'est pas du tout l'objet de l'exercice, parce que c'est beaucoup trop compliqué, il faudrait faire de l'analyse fonctionnelle pour ça, c'est que si on était parti d'autre chose que f de 0 égale 1, est-ce que, par exemple, imaginez, vous partez de f de 0 égale cos t. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a par itération? Et la question c'est, est-ce que la suite fn converge simplement? La limite est-elle un point fixe? Vous voyez, donc ça vous laisse imaginer que derrière il y a des mathématiques d'une autre difficulté. Bon, en tout cas, nous, pour notre exercice, ben, on a montré que f est un point fixe. Et donc, en particulier, eh bien, on a montré que, puisque évidemment la dérivée de phi de f, eh bien c'est toujours racine de f, eh bien vous venez de montrer que, puisque
f est point fixe, vous venez de montrer que f satisfait l'équation différentielle y' égale racine de y. Bien. Et... ok. Alors, y a-t-il une unicité de cette équation en 0, c'est-à-dire, est-ce que, vous voyez que 0 est solution de cette équation, f est aussi solution de cette équation, mais vous voyez que f de 0 vaut 0. Donc, il n'y a pas unicité de, cette de ces solutions avec la condition y de 0 égale 0, puisque la fonction nulle satisfait ça, et la fonction f, qui n'est visiblement pas la fonction nulle, le satisfait aussi. Donc, vous n'avez pas, vous savez que vous avez un théorème Cauchy-Lipschitz qui vous dit qu'à condition initiale pour certaines fonctions, eh bien, vous avez cette propriété. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, à quoi cela tient-il? Cauchy-Lipschitz, il faut une hypothèse sur la dérivée de la fonction avec laquelle vous composez. J'irai me replonger dans mes travaux sur les équations différentielles pour essayer de trouver une explication à ça. Mais donc visiblement, là, on vient de construire quelque chose qui ne satisfait pas ça. Voilà, et bien on a fini l'exercice, et donc on a fini la feuille, et bien tout est fini, c'est la fin. C'est la fin, et donc, bah tant pis. Si tout est foutu, bah, voilà, on ne jette pas la fenêtre. Voilà, peut-être que c'est la dernière vidéo, je ne sais pas. Si c'est fini, c'est fini.